Une fois de plus, nous revoici parce que nous avons dit que c'est le 5 juin, donc c'est une journée qui continue. Nous avons décidé justement de rencontrer les scientifiques, l'administration, la société civile. Ah, voilà. Donc l'idée pour nous, c'est d'arriver à vous donner les maximum d'informations sur la gestion du secteur de l'environnement en République démocratique du Congo, parce que le 5 juin de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de l'environnement. Alors pour cette fois-ci, notre invité, c'est un professeur d'université, mais il est beaucoup plus connu comme un acteur qui parle beaucoup lorsqu'il y a des choses à dénoncer. Il n'a souvent pas peur lorsqu'il faut dénoncer. Il s'agit bel et bien de M. Raoul Moussembola. Bonjour Raoul. Bonjour, monsieur. Vous êtes coordonnateur de Greenpeace Afrique en RDC. Oui, mais je suis actuellement, ça fait plus de 3 ans, je représente Greenpeace en Afrique centrale. Ah, d'accord. Donc moi, j'ai fait un réductif et pourtant vous coordonnez l'Afrique centrale. Merci beaucoup. Donc c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas très habitué à passer sur des plateaux de télévision, parler de ce que vous faites. Je voudrais savoir d'entrée des jeux, la journée du 5 juin vous dit quelque chose. Oui. Ça fait plusieurs années, ça fait bientôt 22 ans que nous évoluons dans le monde d'environnement. Et c'est cette journée du 5 juin qui couronne tout ce que nous faisons comme effort. Donc c'est pour nous une journée de fête, une journée où nous devons faire la rétrospective de ce que nous avons fait comme travail tout au long de l'année. Quand je parle de l'année du 5 juin de l'année passée au 5 juin de demain. Ah, d'accord. Quelle relation vous établissez entre vous, en tant qu'humain, en tant que Raoul Moussembola, et l'environnement? En fait, je suis né l'enfant d'un paysan. Je suis né à Nyoki. J'aime bien raconter l'histoire de l'exploitation forestière en général, que ce soit industrielle ou artisanale, parce que j'ai grandi à Nyoki. Je suis fils d'un travailleur de la Forescom à l'époque. Donc, moi, c'est la nature. Je mange naturel. Vraiment, je reste beaucoup dans la nature. Ce qui fait qu'à tout moment, quand vous m'appelez, que mon téléphone ne passe pas, c'est que je suis dans la brousse. Je m'amuse, je parle avec la nature et je vis dans la nature. Pour moi, la nature, c'est une autre forme de ma vie. Dans votre autre nature. Ah, ça c'est très bien. Aujourd'hui, la RDC célèbre de sa manière le 5 juin. On a vu plusieurs activités organisées, notamment il faut planter les arbres pour restaurer les écosystèmes. Mais je voudrais d'entrée des jeux vous poser la question de savoir quelle analyse faites-vous du secteur environnemental de manière globale, mais surtout aussi le secteur des forêts de la RDC. Oui, en matière d'environnement à RDC, il y a encore un grand travail à faire. Je crois que nous allons parler de faiblesse, un peu de force, un peu, s'il y en a. Mais il y a beaucoup d'opportunités et il y a des grands défis à relever. Donc, c'est un secteur, entre guillemets, un peu vierge. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore poussé le travail que nous devons faire en matière d'environnement dans ce pays. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et dans ces beaucoup de choses à faire, nous pouvons gagner beaucoup de recettes aussi pour les trésors publics. Donc, en un mot, je peux dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans le secteur de l'environnement. Mais quand vous dites qu'il y a très peu de réussites, il y a beaucoup plus d'échecs, vous voulez dire quoi concrètement par là? Bien, je voudrais dire que non, le secteur de l'environnement, d'une façon générale, est gangréné par deux mots qui sont connus de tous. Donc, il y a la corruption, il y a le manque de transparence, il n'y a pas de gouvernance. Les trésors publics ne bénéficient presque de rien du tout de ces secteurs. Pourtant, ailleurs, c'est le secteur qui fait bomber les caisses de l'État. Donc c'est dans ce sens-là. Je dis que le secteur a encore vraiment des problèmes de gouvernance, il y a des problèmes de transparence, il y a beaucoup de corruption. Donc, Mais justement, quand vous parlez des points de gouvernance, tout le monde essaie d'évoquer cet aspect des choses. Qu'est-ce qui n'a pas été fait, selon vous, qui fait que la gouvernance forestière aujourd'hui pose un sérieux problème? maintenant, on rentre dans le monde Ouais, forestier. c'est votre Là, domaine de là, prédilection. c'est là où je suis plus à l'aise. Ok. Euh, vous savez, quand le gouvernement congolais de l'époque, en 2002, a décidé d'initier ou d'instaurer le moratoire
Ce n'était pas par plaisir. Il y a une petite confusion. Oh non, le moratoire traîne. Mais le moratoire a été institué parce qu'il y avait des problèmes. Et que jusqu'aujourd'hui, il y a certains de ces problèmes qui n'ont jamais été résolus. Donc si je dis que ça ne va pas, par exemple, comment dans un pays comme la RDC, un pays full de forêts, sur les 3 conditions qui étaient inscrites comme préconditions préalables pour la levée du moratoire, il y a une condition qui n'a jamais même commencé. Et là, ça va faire 19 ans. Disons bientôt 20 ans. Mais les moratoires au départ étaient pour 3 ans simplement, mais là on est à 19 ans. Oui, c'était pour 3 ans. En 2002, on l'a instauré, puis on l'a étendu par un décret le 24 octobre 2005. Un décret présidentiel, c'est-à-dire le décret 05, je crois, barre 116. Et quand on a étendu ce moratoire, on a ajouté des autres conditions. Et parmi ces 2 conditions, il y a une condition qui n'a jamais été accomplie. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est pourquoi je dis qu'il y a des problèmes. C'est parce qu'on ne travaille pas dans ça. On veut qu'on lève le moratoire, on sait qu'il y a une condition qui a été comme préalable et qui a été fixée par le gouvernement, et le même gouvernement qui n'a pas encore accompli après presque 19 ans la même condition, veut lever le moratoire. On trouve ça que c'est pas correct. Il y a des gens qui pensent que Greenpeace tire profit de ces moratoires. C'est pourquoi vous tenez à ce que ces moratoires perdurent, parce que vos financements sont beaucoup plus orientés vers cette pression que vous faites. Bon, merci monsieur le journaliste. Je ne parlerai pas trop de financement de Greenpeace parce que Greenpeace est l'unique organisation internationale en matière d'environnement qui est indépendante politiquement, économiquement et socialement. Nous sommes socialement, politiquement, économiquement indépendants. Ça signifie quoi? Ça signifie que Greenpeace ne prend de financement d'aucun donneur. Si vous en avez le preuve, amenez. J'ai dit d'aucun donneur. Nous avons des financements des membres. C'est comme ça que nous sommes une organisation pauvre, mais nous sommes forts. C'est juste parce que nous n'avons pas quoi que ce soit à demander à un bailleur de fonds ou à un gouvernement d'un tel ou tel autre pays. Donc Greenpeace n'a jamais été financé par de bailleurs ou de gouvernements. Ce sont des cotisations des membres. Allez sur Internet, tapez, vous verrez ce que je suis en train de vous dire. Nous ne profitons pas du moratoire parce que ce n'est pas Greenpeace qui a instauré le moratoire. C'est le gouvernement congolais mais on qui a dit instauré. Que vous êtes sauté dessus. Non, ce que nous faisons, c'est que nous rappelons au gouvernement qui est un partenaire, n'est-ce pas, d'accomplir le préalable que lui-même avait fixé. Et ce n'est pas nous ne profitons pas. Entre nous, soit dit, Raoul, moi j'ai ma maison, j'ai dit, bon voilà, je vais quand même casser les premiers niveaux pour construire. Mais arrivé à un moment donné, je n'ai pas assez de moyens pour casser. Est-ce que j'ai les devoirs de pouvoir me justifier auprès des partenaires pour dire non, si je vais maintenant remettre mes choses en ordre, on me dit non, ne fais pas parce que tu avais pris l'engagement, mais c'est quand même ma maison. L'État congolais, c'est son droit. C'est cet État qui avait pris la décision du moratoire. Et si cet État prend encore cette décision d'élever le moratoire, il est mal. Oui, mais le vrai problème, c'est qu'à la différence de votre maison, le gouvernement congolais est signataire de plusieurs traités. C'est entre autres de certains de ces traités que nous avons du financement par rapport aux forêts. Donc nous avons signé et les gens savent que non, il y a un moratoire au Congo. Et ce moratoire, au lieu de dire que non, ça rapporte de l'argent à Greenpeace, ça rapporte de l'argent au gouvernement congolais. Parce qu'on pense que non, le gouvernement congolais... Maintenant, il y a une attention particulière, qu'on se le dise, il y a une attention particulière pour les forêts congolaises, surtout avec cette découverte de tourbières. Comme vous le savez, Greenpeace a participé à la découverte de premières tourbières dans la province de l'Équateur. Et cela attire le bailleur. Mais quel est le vrai problème? Il n'y a pas de transparence dans le secteur forestier. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas une injure.
Je suis Congolais, je le sais. Comme je vous ai dit, je vis dans la nature. Je passais, avant la pandémie, moins de mon temps dans mon petit bureau climatisé. Je passais tout mon temps dans la brousse. Il y a beaucoup de gens qui font du bruit en matière de forêt, qui ne connaissent pas ce qui se passe sur le terrain. Et ils le savent. J'ai utilisé beaucoup de combines pour aller sur le terrain, parfois dans des endroits où je ne pouvais pas y aller. Vous vous souviendrez qu'il y a même un moment où un général m'a chassé comme un chien et qu'il y a des militaires qui sont venus me prendre à Imboga, chez Côte-Fort. Donc, je connais un peu ce qui se passe sur le terrain. Donc, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas la transparence, il n'y a pas la bonne gouvernance, il y a la corruption. Même les gouvernements actuellement, les gouvernements bénéficient de quoi? Quelle est la part de l'exploitation forestière, que ce soit industrielle ou artisanale, dans les trésors publics? Mais c'est moins d'1 million. À quoi ça sert? Moins d'1 million. Ça ne peut même pas, je ne sais pas combien de bis Transco, si je peux aller en termes de bis. Comment nous pouvons laisser nos grumes y aller comme ça, au moment où on ne peut pas acheter 15 bis Transco par an avec l'argent d'un tel secteur? C'est pourquoi nous nous disons, il y a encore un problème dans les secteurs. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse résoudre ces problèmes avant de lever les moratoires? On serait au moins sûr que non, on a levé les moratoires et que les choses se passeront correctement. Mais du côté de l'administration? Non, mais l'administration, c'est là aussi il y a les problèmes. C'est aussi là où il y a les problèmes, messieurs les journalistes. Ne voyez pas l'administration à Kinshasa. Je vous ai rencontré, je crois, en Bandaka et vous m'aviez dit que vous revenez de Ingende. Vous avez une idée de ce qu'on appelle administration forestière en province. Un inspecteur forestier de Mbandaka doit aller à Imbonga, à 500 km. Pour y aller, il prend les canaux rapides de l'exploitant. Quand il arrive, l'exploitant les loge, l'exploitant les nourrit, et l'exploitant lit son rapport de mission et lui donne le perdième, il le met dans les canaux, le lendemain, il rentre. Ça, non, soyons sérieux. Donc, dans ces conditions, on va lever le... Ce que j'ai dit, jeu de preuve, je le vis seul. On ne m'a pas raconté, je vis. Et ce sont de multiples cas. Je vis par exemple du côté de la Tchopo, à l'époque c'était encore province orientale. Mais directeur provincial, un inspecteur pour aller contrôler, je dis pour aller contrôler, hein, pour aller contrôler l'exploitant forestier qui à l'époque était Sodefort. Non, mais il utilise les moyens de bord de Sodefort, il vient, c'est la Sodefort qui les loge et il y a une hôtesse à côté qui la rend tout à l'aise et puis les gars font les rapports. Et il y a même une fois, je suis tombé sur un rapport de mission d'un inspecteur que la compagnie a posé son sceau. Donc, il y a encore des choses. Si nous, on tient à ce que les moratoires ne soient pas encore levés, c'est parce que nous savons qu'il y a des choses. On ne le dit pas parce qu'on veut amuser là. Non, on sait qu'il y a trop de problèmes. Et si on levait le moratoire là, aujourd'hui, non seulement que nous allons perdre cette intention particulière que la communauté internationale est en train de fixer sur la RDC, mais aussi ça sera du n'importe quoi. Parce que pendant qu'il y a les moratoires, vous savez vous-même comment, au courant de l'année 2020, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé à plus de 4,2 millions d'hectares de forêts attribués. Et mais là, on a au moins peur qu'il y a les moratoires, mais après les moratoires, mais chacun fera ce qu'il veut. Hein. Non, mais Raoul, parlons peu, parlons bien, comme on dit. L'administration pense que si aujourd'hui les secteurs, parce que vous l'avez dit, les secteurs des forêts n'apportent pas grand-chose au PIB, c'est tout simplement parce que le moratoire est toujours là et qu'il faille nécessairement lever les moratoires. Comme ça, l'État aura des mains déliées pour pouvoir tirer réellement profit de ces forêts. Est-ce que cette philosophie, vous la partagez aussi? Je ne pense pas qu'il y a un problème des exploitants qui ne viennent pas parce qu'il y a les moratoires ou ceux qui sont sur place, qui ne travaillent pas bien. Parce que non, je crois que le problème est simple. Il y a beaucoup de compagnies qui ont eu de la concurrence déloyale. Soyons corrects. Il y a des compagnies qui ne peuvent pas actuellement évoluer, vendre bien leur bois, juste parce qu'il y a, par exemple, les Asiatiques, je suis clair, les Asiatiques qui vont aller acheter chez les artisanaux ou avancent de l'argent aux artisanaux pour que les artisanaux coupent pour eux.
Et dans ce jeu-là, il y a à boire et à manger. Il y a des autorités politiques, il y a administratives, il y a les autorités militaires dans ce jeu. Donc, je ne crois pas que le vrai problème de la décadence des industries forestières aujourd'hui soit le fait que... Non, je crois qu'il y a un vrai problème. Le vrai problème, c'est la concurrence déloyale qui se passe. On laisse l'exploitation artisanale croître exponentiellement pendant que cette exploitation est incontrôlée. Hein, il y a au village, il y a n'importe qui peut donner, c'est-à-dire un inspecteur d'environnement donne un document pour que le bois soit coupé et soit transporté en province. On sait comment ça se passe au niveau du territoire. Donc le vrai problème, je ne crois pas que ce soit le problème du moratoire, même si on levait le moratoire dans ces conditions comme je viens de le dire. Mais au contraire, ça sera encore un grand désordre parce que lorsque nous avons une petite assiette de coupe, c'est-à-dire une superficie limitée que nous ne savons pas gérer, que nous n'arrivons pas à contrôler. Imaginez-vous quand on ouvre toute la forêt, toute la superficie. Mais ce sera des catastrophes qui vont le faire. Qui va contrôler? Qui? On n'a pas les moyens de contrôle. L'administration forestière en province, je ne parle pas de Kinshasa où il y a des bureaux climatisés. Je parle des provinces. Au niveau des territoires. C'est là où il y a les forêts. C'est là où il y a les forêts. C'est là où on exploite. On n'exploite pas les bois à Kinshasa. À Kinshasa, on voit des papiers. Mais là où on exploite sur le terrain, mais il y a encore des problèmes. Il y a encore un problème de contrôle. C'est impossible. Mais que répondrez-vous à ceux qui pensent que vous faites trop de bruit, Greenpeace, vous faites trop de bruit, mais sur le terrain, concrètement, vous ne faites rien. Vous n'apportez même pas de l'aide aux communautés, mais à Kinshasa, c'est trop de bruit, trop de pression. Ce que nous faisons, en fait, pour le gouvernement congolais, même au niveau international, c'est le bruit là. Ce n'est pas donné à n'importe qui de faire du bruit et d'être écouté. Ceux qui vous disent que nous faisons du bruit nous écoutent. Parce que non seulement que parfois ils nous menacent de nous amener en justice, ce qu'ils ne font pas, mais parfois avec nos bruits, nous réussissons. Vous vous souvenez de combien de concessions avaient été annulées juste parce qu'on a fait du bruit? Mais quant à dire que non, nous ne soutenons pas les communautés, c'est faux. Nous soutenons beaucoup de communautés et que Greenpeace, notre système médiatique travaille plus lorsqu'il y a un problème à dénoncer pour qu'on l'arrête. Mais quand nous faisons nos dons aux communautés, par exemple pour Covid, nous avons fait des dons énormes aux communautés. Ça, nous n'en faisons pas. Quelles communautés ont bénéficié de vos dons? Mais nous travaillons avec les communautés à l'Équateur et au niveau de Mongala. Ils ont eu tout ce qu'ils pouvaient. Quand vous allez à Lokolamao, vous allez à Mombilo, demandez à ceux qui sont à Lissala ou en Bandaka, ils vont vous dire que non, les masques, les désinfectants, tout ce que les gens ont donné pour aider les communautés, pour garantir les gestes barrières, nous on a fait ça. Mais ce n'est pas pour autant que je dois faire la publicité. Mais il faut dire aux gens qui pensent que non, nous on ne fait rien, mais les bruits là que nous faisons, c'est ça le travail. Mais les communautés n'ont pas besoin seulement des masques pour manger, ils ont besoin également des moyens de survie. Vous savez que nous sommes dans la foresterie communautaire. Nous appuyons 3 communautés. Et là, nous avons déjà des contrats de concession pour les communautés de l'Issala et un autre contrat pour les communautés de quoi. Et nous les amènerons jusqu'au bout. Au moment où nous parlons, il y a les plans simples de gestion qui est en train d'être montés. Et ces plans simples de gestion vont amener à des mini-projets. Et nous allons prendre ces plans simples de gestion pour le vendre à l'international. Mais je crois que ça sera pas un travail c'est-à-dire, ça sera un travail bien fait et dans les 2-3 ans à venir, si la pandémie ne nous embête pas, vous verrez que certains ne pourront pas dire ce qu'ils disent par rapport à... Mais je n'ai jamais vu Greenpeace décrire par exemple un problème de pollution des eaux. Et pourtant, vous y travaillez quand même. Vous décrivez beaucoup plus des questions liées au moratoire. Et là, je me pose la question de savoir si jamais le moratoire est levé, c'est-à-dire que Greenpeace va fermer ses portes parce que vous n'aurez plus je ne sais pas, vous allez exister pourquoi? Non. On travaille dans plusieurs secteurs, même ici à RDC. En fait, Greenpeace a un système de campagne par rapport aux régions. C'est-à-dire, nous, la campagne primaire, c'est un peu la forêt. Mais au point de vue secondaire ou de façon sporadique, nous intervenons. Les étudiants qui font, nos volontaires étudiants
qui font la lutte contre les déchets plastiques, qui font la lutte qui font le cuirage des eaux, qui font parfois beaucoup de campagnes pour, par exemple, les ramassages des sachets, des choses comme ça. Donc ça, ce sont des campagnes que nous faisons de façon sporadique et en seconde position. Mais la campagne Afrique centrale, normalement, c'est pour la forêt. Quand on parle de la forêt, on voit l'agriculture, on voit tout ce qui se passe dans la forêt. Mais dans la cité, nous parlons. Mais ce que je veux faire désormais, c'est qu'à chaque fois que nous ferons des activités, je vais vous balancer les images, je vais vous balancer les communiqués de presse qui suivent avec ces activités. Sinon, nous travaillons. Je suis surpris que vous ne savez pas que nous travaillons sur les eaux polluées. Non, en tout cas. Parce que j'ai travaillé au Sénégal, c'est sur les eaux polluées. Nous avons vu des problèmes de pollution décriés dans les Katanga, décriés à Mwanda. Mais on n'a jamais vu. Je suis allé au Katanga. Greenpeace faire une déclaration. Je suis allé au Katanga travailler. Si vous voulez, je vais vous envoyer mon rapport de Katanga et c'est à l'occasion que j'ai travaillé sur les Mukula. Et c'est quand j'ai connu même les félicitations à son excellence, son éminence Fulgence Moteba, que c'est quand je l'ai connu. Donc nous sommes allés aussi au Katanga à un moment pour travailler sur, par exemple, la destruction de forêts de Myonvo avec ces commerces de Mukula, que nous avons pu mettre Mukula sur la liste, l'annexe 2 des CITES. Mais écoute, c'est comme j'ai dit, certains projets sont un peu sporadiques, mais nous avons vraiment la campagne sur laquelle nous focalisons, qui est tout ce qui tourne autour des forêts. Mais sinon, tout ce qui est comme problème environnemental, même comme il y avait l'éruption des Nirangongo, nous intervenons. Et il y a des choses, comme je dis, pour lesquelles, quand nous intervenons, nous ne faisons pas. On n'a pas besoin des médias. Non, nous n'avons pas besoin de médias. Vous avez publié récemment une note de position qui voudrait assez que l'État puisse interdire ou suspendre, voilà les termes que vous avez utilisés, que l'État suspende d'abord le processus de l'aménagement du territoire. Pourquoi pendant ce temps, il y a la société civile qui soutient la démarche avec les ministres, mais vous avez voulu faire cavalier seul et puis donner une position contraire aux autres. Pourquoi cela? Oui, en fait, cette demande de suspension, pour nous, c'est une recommandation de Greenpeace Afrique à des volets que nous devons comprendre. En fait, les documents de la politique qui a été adopté, je crois, au mois de juin 2020, au Conseil des ministres, n'avait pas eu l'accord de tous les acteurs. Pourtant, c'est un processus qui se devait participatif, transparent, n'est-ce pas? Donc, ça devait être inclusif, transparent et participatif. Nous avons été indignés, même la société civile dont vous parlez. J'ai encore des communiqués de la société civile où les gens étaient indignés d'apprendre que le document a été adopté au Conseil des ministres. À ce niveau-là, Greenpeace aussi a été indigné. Pourquoi? Mais parce que la politique d'aménagement du territoire est un processus multisectoriel. C'est un processus qui va toucher, qui va donner de l'importance, qui va donner de la valeur au secteur forestier. Mais on ne peut pas continuer à négocier un tel processus, d'abord adopté unilatéralement, pendant qu'il y a des mots qui gangrènent encore le secteur forestier. À quoi ça va servir? Ça ne va servir à rien. C'est-à-dire on aura une politique comme d'habitude, on a une politique blablabla, bla, 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 mais ça ne va servir à rien. Pourquoi? Parce que tant que le moratoire, la dernière condition de moratoire ne sera pas levée, tant qu'il n'y aura pas instauration de la bonne gouvernance et de la transparence dans les secteurs forestiers, c'est ce que nous voulons avant que le moratoire ne soit levé. Tant que nous aurons encore toutes ces concessions jusqu'à 4,2 millions d'hectares qui ont été, par exemple, attribués par le ministre sortant de l'Environnement, mais lorsque nous continuons à avoir la mise aux enchères des 19 blocs pétroliers dont personne ne connaît comment, dont l'identification a été opaque, dont
la carte n'est pas disponible, on ne sait pas qui ont participé à l'identification et qu'il semble qu'il y a même des blocs dans la cuvette centrale et que vous savez que dans la cuvette centrale, il y a des tourbières. Lorsque nous n'avons pas encore une loi capable de protéger les tourbières, mais comment vous voulez qu'on ait une politique d'aménagement du territoire? C'est pour faire quoi? Ça sera quelque chose qu'on va mettre dans la bibliothèque. C'est pour en faire quoi? On va amener ça ici au niveau du musée, ça va rester ici. Parce qu'il y a encore des problèmes à résoudre. Maintenant où nous parlons, la société civile est en réunion avec le ministre, le cabinet du ministre ou le ministre. Ils ont signé un PV que je viens de lire. Dans le PV, on dit qu'écoute, on s'est mis d'accord sur tous les amendements que la société civile voulait. Pourtant, les documents ont déjà été adoptés depuis juin de l'année passée. Bientôt, ça va faire 1 an. Je crois que les dossiers doivent être au Parlement, qui attend sa validation au niveau du Parlement. Et il y a un PV qui dit qu'écoute, voilà, et nous allons annexer tous ces amendements au niveau du Parlement. Je ne suis pas juriste, j'accepte, je ne sais pas si oui ou non les documents seront annexés ou pas, mais lorsque quelque chose a été déjà adopté au Conseil des ministres et qu'il y a des acteurs qui discutent juste 1 an plus tard, mais quand vous dites qu'il y avait eu accord, la société civile était d'accord, c'est faux. S'ils étaient d'accord, ils n'allaient pas aujourd'hui, le 4 juin, Conseil des ministres, je crois que c'était le 20 juin, 1 an après, ils étaient en train de discuter sur un document qui a été déjà validé, mais ils n'étaient pas d'accord. S'ils étaient d'accord, je crois qu'ils n'allaient pas... Non, mais justement, ils n'étaient pas d'accord. Ils ont trouvé que maintenant, avec la nouvelle autorité, il y a une ouverture. Profitons-en pour que les choses puissent avancer. Mais vous ne vous inscrivez pas dans cette logique, pourquoi? Mais quand vous parlez de la nouvelle autorité, c'est un peu comment c'est le nouveau ministre. Le problème, c'est que les lois du pays, n'est-ce pas? Les lois du pays, les politiques du pays ne doivent pas être des politiques personnelles. On ne doit pas les personnaliser. Ce sont des choses qui doivent se faire au niveau national. C'est comme ça qu'on l'amène au gouvernement et au Parlement. Si un ministre, en son temps, a voulu croire que c'était pour son agenda politique, il devait exclure tout le monde. Écoute, si l'actuel est très d'accord qu'il doit travailler avec la société civile, nous, on se dit, oui, les documents, je crois que seraient déjà au Parlement et qu'on va y ajouter les éléments. Mais il y a encore des problèmes. Même si le Parlement adoptait, ça ne suffit pas. Il faut que nous ayons un document, lorsqu'il est finalisé, nous pouvons l'utiliser sur le terrain. C'est sur quelle superficie on va utiliser cet aménagement du territoire, parce qu'on a tout donné, même pendant qu'il y avait les moratoires. Il y a des cas de millions et des millions. Tous les ministres qui sont venus ont attribué des millions. Mais je ne sais pas exactement sur quelle portion l'aménagement là va se faire. Si on veut bien faire l'aménagement, c'est d'annuler tout ce qui a été fait en désordre là. On l'annule comme ça, on prend l'instrument d'aménagement du territoire, on amène sur le terrain et voilà, on va faire le travail. Mais vous dites que c'est fait en désordre, mais l'administration pense que c'était en bonne et due forme. Les gens savent que c'était en désordre. C'est en bonne et due forme. Non, les gens savent ça. Je suis sérieux, je te dis, ils savent que c'est en désordre. Donc, vous savez, il y a des choses qu'on dit en face de caméra, il y a des choses, comme vous l'aviez dit, que moi je peux dire tout ce que... L'administration, il y a des gens de l'administration, quand ils ont des choses, ils ne peuvent pas les dire devant. C'est en désordre qu'ils les font. Hein, combien est-ce que dans toutes ces différentes transactions, les gouvernements gagnent quoi? C'est-à-dire, les trésors publics gagnent quoi? Exactement, on ne sait pas. Est-ce que quelqu'un peut nous extraire les comptes disons, du ministère? La contribution du ministère au budget national. Pour dire que non, on va voir combien les 4,2 millions d'hectares du ministre sortant à payer. Écoute, ce sont des choses que les gens... Mais on vous reproche aussi de ne pas proposer des solutions. Vous êtes là juste pour bousculer, mais vous ne proposez pas. Quand par exemple on invite les gens pour aller discuter pour la politique d'aménagement du territoire, on dit que nous sommes internationaux. Moi je suis de la RDC, de Greenpeace Kinshasa. Je suis filière d'international, mais je ne suis pas international. J'ai un certificat d'enregistrement congolais, local. Mais ils ne veulent pas nous associer. Et nous, on ne peut pas suivre, comme j'ai dit. Parce qu'on n'attend rien. Non, mais c'est parce que nous, quand ça marche, vous prenez déjà une autre position qui est contraire à celle des autres. Le vrai problème est que nous avons la chance de comprendre les choses, hein, d'avoir un pas d'avance. C'est ça.
Je ne me vante pas, mais c'est ça l'avantage. Donc vous pensez qu'eux sont en Oui, retard? nous avons beaucoup de contacts, et au niveau national, et au niveau... Vous savez que la plupart des choses qui se font à Kinshasa ici, ben, les leviers, ce n'est pas à Kinshasa, hein, les chauffeurs et ailleurs. Hein. Okay. Non, mais nous, on le sait. Ceux qui donnent l'argent, ce n'est pas l'argent du gouvernement. Et tous ces gens là-bas, ils ont des contacts avec Greenpeace à plusieurs niveaux. C'est comme ça que même quand vous voyez l'histoire des cafés, tout ça, mais nous, on discute parfois en privé avec tous ces gens-là. Donc, nous connaissons un peu des choses à l'avance. Parce que vous dites, nous parlons exactement de l'administration, de l'aménagement du territoire. Vous avez dit que la société était d'accord. Mais dit, au moment où nous parlons, aujourd'hui, là, maintenant, ils sont à réunion pour discuter, se mettre d'accord sur des amendements. Entre-temps, la loi avait été déjà adoptée au niveau du Conseil. On ne sait pas si au niveau de la commission plutôt environnement, au niveau du Parlement, les documents n'ont pas été n'est pas déjà prêt, qui n'attend que la validation au niveau de l'Assemblée. Et vous allez amener vos amendements dans la mallette pour aller ajouter. Mais il faut se rassurer que ça va arriver. C'est que les gens n'étaient pas d'accord. J'espère qu'ils sont sûrs que ça va arriver. Oui, nous on leur souhaite bonne chance, mais leur on dit que non, ça ne servira presque à rien. On est ici, on verra. Je reviendrai chez vous vous le dire. Tant que les mots qui gangrènent le secteur forestier ne sont pas vidés, ne sont pas curés, le mot dont je parlais, la loi là, c'est comme les règles d'adjudication. Ça existe, on ne sait pas qui l'applique. Toutes les 13 concessions de la fois passée ou les autres 4 des concessions de conservation et qu'on a attribuées à une société appartenant à un entrepreneur belge de la vallée près de 1,4 million d'hectares, c'est de gré à gré. Mais les règles d'adjudication, qui étaient une des conditions pour la levée de moratoire, existent, mais les gens n'appliquent pas. On y arrivera. Tant que nous n'allons pas vers la bonne gouvernance et la transparence, tant qu'il y a des mots qui gangrènent le secteur forestier spécialement, tant que nous ne vidons pas cette histoire, tous ces dossiers. Mais est-ce que vous avez déjà mené une démarche vers les nouvelles autorités installées, c'est-à-dire les ministres de l'Environnement, les ministres de l'Aménagement du Territoire, pour exprimer votre indignation? Oui, c'est ça, l'existence même, l'essence même de la note de position. Nous avons fait une note de position et à partir de cette note de position, nous allons commencer dès la semaine prochaine, chercher à rencontrer les gens pour leur dire pourquoi nous voulons que ça soit suspendu. Nous devons expliquer aux gens. Mais les gens comprennent, monsieur les journalistes, ils comprennent, c'est clair ce que nous écrivons. Ils savent que non, tant que nous n'avons pas vidé, ça n'ira pas. On a des choses qu'on a fait comme ça dans la précipitation, sans vider les problèmes qu'il y avait. Mais vous avez ça, c'est comme je dis, vous mettez dans la bibliothèque, donc vous le gardez. Ça c'est très bien. Alors, monsieur Raoul Moussembo, là nous tendons pratiquement à la fin de ce nouveau numéro. Je voudrais vous demander si jamais vous avez un message particulier adressé aux autorités qui vous suivent, notamment aussi aux Congolais, en cette journée du 5 juin. Nous avons, sur le territoire congolais, à peu près 155,5 millions d'hectares de forêt. C'est difficile pour qu'aujourd'hui, quelqu'un même de l'administration puisse nous dire exactement qu'est-ce qui reste. Combien de forêts restent? Parce que quand on parle de ces forêts, il y a tout dedans. Les réserves, le parc, l'agriculture, les plantations. L'exploitation artisanale, forestière, tout. Les villes, beaucoup de choses, toute la forêt derrière les villes. Qu'est-ce qui reste exactement dans la propriété de l'État? C'est compliqué. Tout ce que nous devons savoir, c'est que les forêts ne sont pas là simplement pour aider l'économie. Les forêts sont aussi là pour aider nos vies. Pas du côté économique, mais du côté biologique. Et qu'actuellement, on venait, il n'y a pas longtemps, de découvrir les tourbières. Que dans la cuvette centrale de Décongo, il y a au moins 145 000 kilomètres. Et vous savez que ça...
Et cette superficie séquestre approximativement 30 milliards de tonnes de carbone, ce qui équivaut pratiquement à 3 ans de mission de combustibles fossiles. Nous devons faire un effort pour que le gouvernement adopte une loi qui protège ces écosystèmes fragiles que nous appelons bombes à carbone. Mais je voudrais aussi qu'en cette journée du 5 juin, que les gens pensent que non, il y a moyen d'investir dans la forêt sans détruire. Allons pour le développement non destructif. Allons pour l'écotourisme, allons pour l'éco-agriculture, allons pour les énergies renouvelables. Il y a des pays au monde qui font de l'argent avec ça. Ça, c'est ce que nous appelons le développement non destructif. Pourquoi nous voulons tellement détruire? Nous détruisons, nous ne gagnons pas. Mais aussi, ce que je pense en cette journée, c'est qu'aussi, encourageons la gestion communautaire des forêts. Je crois que les amis en ont parlé il y a quelques semaines. Nous devons encourager la gestion communautaire des forêts. Voilà au moins ce que mon message en cette... Merci beaucoup, professeur Raoul Moussembola. Merci pour votre disponibilité et les temps que vous avez donné à échanger avec nous. Je pense que nos téléspectateurs ont capté quelque chose de très intéressant parce que autant de questions qu'on se posait sur Greenpeace, sur la méthode utilisée, mais au moins je pense que vous avez donné toutes les réponses. Hein. En tout cas, c'est à moi de vous remercier et bonne fête. Merci beaucoup. Donc c'est par ici que nous mettons un point à cette édition. Je vous fixe rendez-vous dans les minutes qui suivent avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à tout à l'heure.